Wilkie Collins, Cache-Cache. Partie 9 du livre audio. Livre 2, où les masques tombent. 7. Le coffret de lettres. La première chose que fit Matt lorsqu'il rentra dans ses appartements fut de garnir sa pipe et de l'allumer. Il s'assit ensuite sur les tapis en peau d'ours et tira jusqu'à lui la cassette qu'il avait rapportée de Dibble-Dean. Les mécanismes de l'esprit de Matt, constitués de matériaux grossiers et barbares, avaient beau n'avoir jamais été huilés par le savoir livresque ni activés sous les conseils d'hommes sages, il s'efforçait toujours de tourner, comme il tournait à présent, jusqu'au moment d'atteindre, tôt ou tard, un résultat pratique. La solitude et le danger sont des maîtres sévères qui, pour le meilleur ou pour le pire, façonnent les êtres de fond en comble. Et ils avaient de fond en comble façonné Matt à travers la rocaille et les déserts du vaste continent américain. Plus d'une pipe se fuma et fut regarnie de tabac, plus d'un changement funeste passa sur ses traits épais, tandis qu'il s'attardait longtemps et laborieusement sur chacun des mots du dialogue qui venait de se tenir entre Zach et lui. Mais pas même 5 minutes de tout le temps qu'il consuma alors ne furent gaspillés. Il s'était assis en allumant sa première pipe, persuadé, pour peu que la chose entrât dans le champ des possibilités imparties à un être humain, de découvrir comment la jeune fille qu'il avait vue dans l'atelier de M. Blythe y était arrivée et de faire toute la lumière sur son identité. Lorsqu'enfin il se leva et rangea sa pipe pour la laisser refroidir, il avait étudié la chose dans ses moindres détails, était parvenu à ses conclusions et avait défini ses projets pour les jours à venir. Méditer l'avait renforcé dans sa détermination de suivre l'impulsion première qu'il avait eue quand il s'était éloigné de Zach dans la rue. Il essaierait de lever le voile du mystère suspect qui entourait l'origine de la fille adoptive de Valentin en s'emparant d'abord du bracelet de cheveux qui était caché dans le compartiment secret du scriban. Quant à la raison qu'il eût pu avancer pour avoir associé le bracelet de cheveux à Madonna, il l'avait trouvée, à son plus grand contentement, dans les propos étranges qu'avait tenus Mrs. Peckover sur le seuil de la maison de M. Blythe tels que Zach les lui avait rapportés. Les soupçons qu'avaient fait naître ces allusions étaient par ailleurs extraordinairement renforcés par ses souvenirs de la teneur de la lettre signée Jane Holdsworth, à laquelle était jointe une boucle de cheveux qu'il avait examinée dans une grange à Dibble-Dean. D'après cette lettre, un bracelet de cheveux, qu'on eût pu reconnaître aisément dès lors qu'il aurait subsisté en le comparant à la mèche jointe à la missive de Jane Holdsworth, avait jadis appartenu à Mary Grice. Des dires de Zach se déduisait à l'évidence une confusion et un mystère incompréhensible en rapport avec un bracelet de cheveux et avec la demoiselle ressemblant de façon si frappante à Mary Grice dans sa jeunesse qu'il en avait conçu dès l'abord le projet d'entamer les recherches qu'il poursuivait à présent. Enfin, autant qu'il savait désormais, il y avait bel et bien un bracelet de cheveux qui se terrait dans le compartiment le plus secret du secrétaire de M. Blythe, et cette preuve ultime revêtait dans son esprit, ainsi que nous l'avons déjà noté, une signification exagérée, comparée aux autres éléments de preuve, qui s'expliquaient par l'ignorance où il était que la plupart des maisons où les femmes tiennent un rang assez élevé pour porter des bijoux ont leurs bracelets de cheveux. Si vagues fussent-elles, ces coïncidences suffirent à l'interloquer dans un premier temps, puis à l'emplir d'une curiosité dévorante et à lui suggérer enfin la voie incertaine et désespérée qu'il était alors fermement résolu à suivre. Il n'avait point encore établi avec certitude comment entrer en possession du bracelet de cheveux à l'insu de M. Blythe et sans éveiller les soupçons des membres de la famille du peintre. Mais, comme il était décidé à se l'approprier, la fin justifiait à ses yeux, sans scrupule, tous les moyens, et il était convaincu par avance qu'il atteindrait son objectif. Jusqu'où, à quelle extrémité cet objectif pouvait-il le conduire ? Il ne s'arrêta pas sur cette question, qui, du reste, ne l'effleura même pas.
Le visage affreux de la morte, à jamais gravé dans sa mémoire grâce à la réplique vivante que ses yeux avaient aperçue, paraissait le mener droit vers des ténèbres inconnues, où jaillissait, tout au bout, une étonnante lumière. Il ne fallait donc pas douter de cette influence implacable qui agissait sur lui. Il fallait s'y soumettre. Sa détermination liée au bracelet de cheveux était tout aussi enracinée en lui que sa résolution de taire au jeune Torp, trop proche de M. Blythe, pour qu'on pût lui faire confiance, les émotions réelles qu'il avait éprouvées quand Madonna lui était apparue, ainsi que le dessein qui en avait découlé. Chaque mot que Zach avait laissé échapper avait eu une importance capitale à cet égard. Chaque mot qu'il laisserait échapper à l'avenir pourrait se révéler une indication précieuse. « Si ça l'amuse de croire que cette fille me plaît, eh bien, qu'il le croie, » se dit Matt. Plus il en sera convaincu, plus il parlera. Il suffira que je garde la bouche fermée pour qu'il ouvre la sienne. Tandis qu'il s'astreignait mentalement à la nouvelle conduite qu'il lui faudrait adopter en présence de Zach, il n'oublia pas cependant une autre personne qui lui était moins proche physiquement, mais qui ne manquerait pas de se révéler riche en renseignements. Avant que d'avoir décidé de son plan d'action, il débattit en lui-même de l'opportunité de retourner ou non à Dibbledine afin de contraindre la vieille Johanna Grice de lui en dire davantage que lors de leur première entrevue. Mais, après réflexion, il jugea plus sage d'effectuer ce voyage en ultime recours, au cas où sa tentative de subtiliser le bracelet de cheveux se solderait par un échec. Un seul regard, une seule comparaison entre la chevelure dont il était constitué et la mèche dont le bijoutier ne s'était pas servi pour créer le bracelet de cheveux de Mary Grice et que son ami avait joint à sa lettre, lui suffirait. Cela l'aiderait amplement à lever tous les doutes et toutes les incertitudes qu'avait engendré la présence du bijou dans le tiroir du scriban de M. Blythe. Voilà donc à quelle décision grossière et maladroite sa méditation l'avait conduit. Quand il eut fini de penser, il se plongea immédiatement dans l'examen des lettres que renfermait la cassette qu'il n'avait pas encore ouverte. Il prit aussitôt la boucle de cheveux jointe à la lettre adressée à Mary Grice, afin de l'avoir toujours sur lui en cas de nécessité. Avant d'ouvrir le coffret, cependant, il traversa par 2 fois la misérable petite pièce dans laquelle il se trouvait. Pas une fois depuis qu'il s'était préparé à rentrer dans son pays natal, dans cette civilisation dont il avait été exclu pendant plus de 20 ans, il n'avait eu le sentiment d'être tout à fait lui-même, pour reprendre son expression favorite, jusqu'à cet instant précis. Il fut parcouru d'un frisson provoqué par l'incertitude indomptable et haletante de son existence passée à affronter des périls mortels, cependant qu'il songeait à ce grand secret qu'il comptait bien deviner et pour lequel il était disposé à prendre tous les risques, quels qu'ils fussent, et à user de tous les moyens imaginables. « Ça me traverse de part en part, comme quand je devais fuir ces maudits peaux-rouges », grommela Matt en son fort intérieur. Tel un lion derrière ses barreaux, il tournait sans repos dans la pièce et grattait les cicatrices qui lui criblaient le visage ainsi qu'il en avait l'habitude lorsqu'il était en proie à une vive excitation. Au moment même où cette pensée sinistre hantait son esprit, Valentin exposait l'envergure et l'intention du colon à un nouveau cercle de visiteurs admiratifs, et son épouse, à l'étage, traduisait à l'attention de Madonna les plaisanteries les plus drôles que Zach avait faites au sujet de l'état amoureux dans lequel son ami était plongé. Tous 3 riaient de bon cœur devant une caricature dessinée par le jeune homme où il avait croqué avec malice ce bon vieux Matt, en Cupidon scalpé. Même le petit globe de la sphère sociale de chaque être humain a ses antipodes, et tandis que le soleil brille de 1000 feux dans une partie de ce microcosme, la nuit noire en envahit une autre simultanément. Le visage de Matt allait s'obscurcissant pendant qu'il faisait les 100 pas et qu'il était la proie des pensées qu'on a dites. Il se transforma néanmoins 1 ou 2 minutes plus tard, quand il s'en retourna s'asseoir sur les tapis en peau d'ours pour ouvrir le coffret qui avait appartenu à Mary Grice, et reprit cette teinte argileuse et froide qui avait envahi sa physionomie dans la bonnetterie de Dibbledine. Il en tira d'abord la lettre contenant la boucle de cheveux
et la rangea avec soin dans la poche de poitrine de sa veste. Ensuite, il chercha la lettre signée par Joanna Gryce et comportant une suscription de sa main. Lorsqu'il l'eut trouvée, il la plaça à son côté, par terre. Il resta un moment à regarder la cassette, avec sur le visage une tristesse profonde mêlée de curiosité. Sa main effleura des objets divers éparpillés parmi les feuillets, l'herbier aux faveurs riantes, la collerette en dentelle, les fleurs séchées et tant d'autres de ces choses féminines et délicates qui avaient jadis appartenu à Mary Gryce. Il commença ensuite à rassembler toutes les lettres contenues dans la boîte. Les ayant prises dans ses mains, certaines étaient réunies par des rubans de couleur, il les étala sur ses cuisses, non sans s'être recouvert les jambes au préalable avec une peau d'ours pour y poser les feuilles à plat. Elles étaient toutes adressées à Mary Gryce et rédigées d'une même écriture nette, soignée et précise. Bien qu'elles eussent la forme d'une correspondance classique, il s'aperçut, après les avoir dépliées, qu'il s'agissait en réalité de billets dont le texte n'excédait le plus souvent guère plus de 4 ou 5 lignes. Il y en avait au total entre 15 et 20, tous composés sur le mode suivant avec des variantes sans intérêt. « Ma très chère Mary, de grâce, venez me rejoindre demain soir à notre lieu de rendez-vous habituel. Je vous ai attendu et me suis langui de vous en vain toute la journée. N'ayez de pensée que pour moi, mon amour, en cet instant où, comme toujours, mes pensées sont toutes tournées vers vous, et vous viendrez, j'en suis sûre. Votre et seulement vôtre, éternellement, A.C. Une même signature concluait tous les billets, ces 2 initiales. On n'y trouvait nul renseignement concernant la date où ils avaient été écrits, excepté le jour de la semaine. De plus, ils avaient, de toute évidence, été convoyés à leur destinataire par un moyen privé, attendu qu'ils ne portaient pas le cachet de la poste. Matt les ouvrit les uns après les autres, y jeta un bref coup d'œil et les empila. Il s'adonna à cette occupation en silence et avec méthode, mais, le temps passant, un étrange regard brillait dans ses yeux, qui leur conférait un éclat sinistre, d'où s'ensuivit, de façon plus que remarquable, une altération de l'expression naturelle de son visage. D'autres lettres, sensiblement plus longues que le billet précité, firent long feu entre ses mains. Des feuilles mortes s'échappèrent de certaines quand il les posa sur le petit tas de papier, et de délicates aquarelles de fleurs rares tombèrent parfois. Des noms botaniques, ardus, qu'il eût été bien en peine d'orthographier en entier, des descriptions de plantes qu'il ne comprenait pas, survenaient à l'occasion dans les post-scriptums ou dans quelques paragraphes détachés du corps des missives les moins succinctes. Mais, prolixes ou laconiques, elles étaient toutes signées A.C. Leurs en-têtes ne fournissaient jamais aucune information sur l'année, le mois, ni même le lieu où elles avaient été composées. Et Matt continuait de les empiler les unes après les autres, sans proférer un mot ni émettre le moindre soupir. La lueur sinistre traversait de temps à autre ses yeux. Sur l'ensemble des lettres, il en lut 2 intégralement, s'y attardant avec nervosité. Mais même celles-là, il les jeta dans le tas. Voici la première de ces 2 lettres. Ce soir, je vous apporterai la passiflore et les fougères séchées destinées à votre herbier. Vous n'imaginez pas, ma chérie, combien je me sens à la fois heureux et plein d'orgueil de vous avoir transmis mon enthousiasme de botaniste. Le fait que vous témoigniez de l'intérêt pour mon passe-temps favori m'enchante plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Je crois que j'ignorais jusqu'à présent comment manipuler avec délicatesse des feuilles délicates jusqu'au jour où j'ai commencé à les rassembler tout en sachant qu'elles allaient vous être montrées et remises entre vos mains. Savez-vous, cher amour, que j'ai cru voir un changement s'opérer en vous hier au soir ? Je ne vous ai jamais connu l'air si grave. En outre, vous paraissiez distraite, et je dois dire, Mary, que vous m'avez accordé 1 ou 2 fois un regard étrange. J'entends par là qu'il vous arriva souvent de pâlir, et sans raison apparente. En rentrant chez moi, je me suis dit, et me dis encore, que vous aviez quelque chose à m'apprendre, mais que la crainte vous en a empêché. Je ne puis imaginer que vous, ma chérie, me dissimuliez quoi que ce soit. Mais comme nous nous voyons tout à l'heure, vous me direz tout, n'est-ce pas, sans réserve ? Au revoir, ma bien-aimée, à 7 heures ce soir.
Matt relut le second paragraphe de cette lettre à 2 reprises, tout en entortillant entre le pouce et l'index ses favoris hérissés. Les quelques lignes, dans lesquelles il était absorbé, l'emplirent à la fois de tristesse et de perplexité. Quel qu'en fût le motif, il ne s'arrêta pas pour l'analyser et passa rapidement à la missive suivante qu'une particularité distinguait. L'estampille de la poste y figurait. Il ne l'avait pas remarqué plus tôt sur le recto, mais à présent qu'il s'intéressait au verso, il vit que la lettre était datée différemment de celle qu'il avait déjà parcourue. Après avoir dûment remarqué que le mot « Londres » y apparaissait sous le jour de la semaine, Matt la déchiffra avec une agitation manifeste. En voici la teneur. « Je vous écris, mon très cher amour, dans un état d'agitation et de désespoir suprême. Je m'étais ouvert à vous des espoirs que j'avais nourris concernant mon absence. Elle ne devait se prolonger que quelques jours, et je ne devais pas être obligé de franchir une distance supérieure à celle qui sépare Dibbleden de Londres. Tous ces espoirs viennent d'être anéantis. Je me vois contraint de me rendre en Allemagne, et je risque d'y rester 3 ou 4 mois. Voyez-vous, Mary, je me permets de vous annoncer le pire sans préambule, parce que je sais que vous avez assez de courage et de force morale, et pour cela, je suis certain que vous saurez faire face à cette séparation brutale au nom de notre amour. Comme je suis heureux de vous avoir donné quelques mèches de mes cheveux pour votre bracelet, et que vous m'ayez offert quelques-unes des vôtres en retour, les contempler sera une source de réconfort immense pour chacun de nous. Si mon départ ne dépendait que de moi, nulle considération en ce bas monde ne m'eût persuadé d'entreprendre ce voyage. Mais les droits et les intérêts d'autres personnes sont ici en jeu, et par conséquent, il me faut partir en sacrifiant mes propres désirs et mon propre bonheur. Je pars aujourd'hui, et j'ai volé ces quelques minutes pour vous écrire. Ma plume court sur le papier sans s'arrêter. Je suis si émue que j'ignore presque ce que je vous écris. Ma chère Mary, une seule chose pourrait accroître la peine extrême qui m'étreint à l'idée de vous abandonner, la crainte que j'éprouve en cet instant de vous avoir offensé à mon insu, ou qu'il vous soit arrivé quelque chose que vous ne souhaitez pas me confier. Depuis que j'ai noté, il y a 10 jours, le changement infime survenu en vous, je m'inquiète de ce qui vous tourmente et que vous hésitez à me confier. Lors de notre toute dernière entrevue, j'eus l'impression que vous aviez beaucoup pleuré, et je suis sûre que vous détourniez les yeux chaque fois que nos regards se croisaient. Qu'y a-t-il ? De grâce, soulagez mon cœur et dites-moi tout dès votre prochaine lettre. Aussitôt que j'aurai traversé la Manche, je vous indiquerai à quelle adresse vous pourrez m'écrire. Pour ma part, je vous écrirai sans cesse, et je vous conjure d'en faire autant. Gardez-moi dans votre cœur et ne m'oubliez pas jusqu'à ce que je revienne auprès de vous pour, je l'espère, ne plus jamais vous laisser. A.C. Matt réfléchit longtemps à cette lettre avant de la remiser avec les autres. Lorsqu'il eut lancé sur le haut de la pile, il lui en restait 3 à lire. Elles se révélèrent des billets sans intérêt, apparemment écrits avant les missives dont il venait de prendre connaissance. Après les avoir parcourus à la va-vite, il fouilla le coffret avec soin, mais il n'y trouva plus de papier d'aucune sorte. Quoi ? Cette lettre hâtive, qui annonçait brutalement que son auteur quittait l'Angleterre, était la dernière en date ? La dernière de la série ? Quand il eut fait cette découverte, il s'assit pendant quelque temps et observa la fenêtre d'un regard absent. La conscience de l'inanité du résultat auquel sa quête l'avait conduit sembla lui dérober la moitié de son énergie. Il regarda 1 ou 2 fois la lettre rédigée par Joanna Gryce et parcourut machinalement l'intitulé qui figurait sur le recto. « Justification de ma conduite à l'égard de ma nièce », sans prendre la peine d'examiner ce qui figurait au verso. Ce n'est qu'après un long moment de tergiversation et d'atermoiement qu'il se leva enfin. « Il faut que je range ces choses et que je lise tout ce que je dois lire avant le retour de Zach », se dit-il. Il rassembla les lettres amoncelées à ses pieds et les fourra dans la cassette en proférant un juron. Il rabattit le couvercle sur la boîte, en noua les cordons et tendit l'oreille, désireux d'entendre à temps son jeune camarade ouvrir la porte de l'immeuble qui donnait sur la rue. Il n'avait passé que peu de temps en compagnie de Zach, et pourtant, comme il le connaissait bien, comme il comprenait ses faiblesses aussi bien que ses vertus,
et comme il avait sagement pressenti que son colocataire exubérant deviendrait aussitôt son ennemi et le dénoncerait sans la moindre hésitation, pour peu que le jeune Torp eût conçu le plus petit soupçon relatif à son projet visant à percer par traîtrise et fourberie le secret que le malheureux M. Bliff avait conservé avec tant de précaution et d'inquiétude. La rouerie de Matt s'était révélée d'une aide inestimable en plus d'une occasion périlleuse. Mais elle ne l'avait jamais si bien servi qu'en cet instant, puisqu'elle lui enjoignait de faire montre de la plus grande prudence devant Zach, afin de ne pas se trahir. Pour l'heure, toute menace d'interruption semblait écartée. Il corda le coffret, le rangea dans sa cachette habituelle, prit la bouteille de cognac qui se trouvait dans le bahut et déplia la lettre de Johanna Grice. Il n'entendait aucun bruit en provenance du couloir au rez-de-chaussée. Avant d'entamer sa lecture, il but une rasade d'alcool au goulot. Était-ce qu'une angoisse incompréhensible l'avait étreint à la simple perspective d'examiner le contenu de cette lettre-là ? On eût pu l'affirmer. Quand il essaya de se laisser guider par son doigt pour suivre chaque ligne de l'écriture tassée qu'il s'efforçait de déchiffrer, son index trembla tant qu'il lui fallut avaler une deuxième gorgée pour le raffermir. Et quand il eut sérieusement entamé la lettre, il ne poursuivit pas son occupation avec le même calme et la même hâte qu'auparavant. Parfois, il lisait à voix haute. Parfois, il négligeait plusieurs phrases pour s'intéresser à une autre partie du long récit. Tantôt, il grognait des commentaires rageurs sur ce qu'il venait de lire. Tantôt, il laissait retomber le papier sur ses genoux avec impatience et lâchait une violente série de grossièretés qu'il avait apprises sur les bancs de cette terrible académie de jurons que sont les mines d'or californiennes. Il commença toutefois, avec une régularité exemplaire, le corps même de la lettre. Il s'assit aussi près de la fenêtre qu'il le put, et déploya la page manuscrite de façon à bénéficier au mieux de la lumière de l'après-midi qui inondait encore la pièce. 8. Le récit de Johanna Grice. Je désire que cette lettre soit lue après ma mort et souhaite l'intituler simplement « Justification de ma conduite à l'égard de ma nièce ». Non que je pense que mon attitude appelle des excuses, mais d'aucuns, qui ignorent mes véritables desseins, jugent peut-être que mes actes méritent d'être motivés et pourraient me condamner avec malveillance, à moins que je ne leur fournisse une explication telle que celle-ci pour ma défense. Il se peut qu'il subsiste un membre de la famille de mon défunt frère qui, j'en suis sûr, ne manquera pas d'élever la voix pour réprouver ce que j'ai fait. Le parent auquel je fais référence a été... Arrivé à ce point, Matt sentit grandir son impatience. Il grommela quelques paroles d'agacement et s'aida de son index pour glisser de quelques lignes et arriver plus vite au début du deuxième paragraphe. C'est au mois d'avril de l'année 1827 que le scélérat qui causa la perte de ma nièce et jeta le déshonneur sur une famille autrefois respectable vint pour la première fois à Dibbleden. Il logeait dans la petite villa à 4 pièces, baptisée Jay's Cottage, qu'on louait alors meublée et qui se dresse de nos jours encore à l'extérieur de la ville à environ un quart de mille de l'église. Il se faisait appeler Monsieur Carr, et les quelques lettres qu'il reçut étaient adressées à Monsieur Arthur Carr. Il était assez jeune, il ne devait avoir que 24 ou 25 ans à mon avis, était d'un naturel posé et délicat, bien que trop efféminé à mon goût, avec ses cheveux qu'il portait longs jusqu'aux épaules et sa carnation pure et lisse, comme celle d'une femme. Même s'il avait l'allure d'un gentleman, il évitait avec soin de s'introduire auprès des familles respectables de la région. Pour autant que je me souviens, il ne reçut la visite d'aucun ami, excepté celle d'un homme âgé, sans doute son père, qui vint le voir 1 ou 2 fois. D'après ce qu'il disait lui-même, il avait choisi Jay's Cottage pour y jouir d'une retraite tranquille et y étudier. Mais il se montrait très réservé et ne laissait personne l'approcher avant le jour de triste mémoire où il rencontra mon frère Joshua, puis ma nièce Mary. Avant d'en dire davantage, je me dois de préciser que ce monsieur Carr était ce qu'on appelle un botaniste. Dès que le temps le permettait, il sortait de chez lui pour recueillir des feuilles qu'il transportait dans une boîte en fer-blanc au cottage, où il les faisait sécher afin de les conserver. Ce monsieur Carr engagea un jardinier pour travailler le sol auprès de Jay's Cottage.
Cet homme m'a dit un jour qu'il n'avait jamais rencontré personne qui en savait aussi long sur les fleurs et leur culture que son employeur. Monsieur Carr faisait également de petits tableaux composés d'un assemblage de fleurs et de feuilles disposées en différents motifs. On jugeait que c'était là un passe-temps bien étrange pour un garçon de cet âge, mais il aimait cela comme d'autres se passionnent pour la chasse ou le tir. Il avait apporté avec lui de nombreux ouvrages, et il les lisait beaucoup. Il consacrait cependant le plus clair de son temps aux fleurs et à la botanique. À l'époque, les 2 boutiques les plus prestigieuses de Dibaldine nous appartenaient. Joshua vendait des trousseaux et de la bonnetterie, et moi je dirigeais une affaire prospère de confection de vêtements féminins ainsi qu'une chapellerie pour hommes et pour dames. Les 2 boutiques se partageaient la même maison et étaient séparées par une cloison. Un beau jour, M. Carr entra dans la boutique de Joshua et demanda un article que mon frère n'avait pas sous la main parce qu'il n'était guère prisé au village. Joshua le pria de s'asseoir quelques minutes, mais M. Carr, la porte du fond restait toujours ouverte, aperçut le jardin, qu'il pouvait fort bien admirer par la fenêtre, et déclara qu'il préférait patienter là-bas et jeter un coup d'œil aux fleurs. Joshua n'était que trop heureux que son jardin eût attiré l'attention d'un gentleman botaniste. Aussi l'y accompagna-t-il, avant d'aller dans la remise, chercher ce qu'il voulait. Ma nièce Mary travaillait dans la partie de la maison qui était la mienne aux côtés des autres jeunes couturières. Étant donné que cet atelier donnait sur le jardin, peut-être ma nièce entrevit-elle M. Carr à travers la fenêtre et dut-elle se faufiler au rez-de-chaussée. Je ne m'y trouvais pas à ce moment, pour épier ce curieux monsieur, ou, c'est plus probable, pour mettre sur le compte du hasard sa présence dans le jardin, de sorte qu'il la remarque. Tout ce que je sais, c'est que, lorsque j'entrai dans l'atelier et que je m'aperçus qu'elle n'y était pas, je regardai par le carreau et la vis, en compagnie de Joshua et de M. Carr, debout sur la pelouse. Le jeune homme lui parlait avec beaucoup de familiarité et tenait une fleur à la main. Je lui criai de se remettre au travail sur le champ. Elle me regarda, m'adressa un de ses sourires insolents et me dit « Père m'a dit que je pouvais m'arrêter pour apprendre ce que ce monsieur a la grande bonté de m'enseigner à propos de mes géraniums. » Après quoi, je ne pus rien ajouter en présence du jeune homme. Lorsqu'il fut parti et qu'elle s'en revint triomphante, le rire et une chanson aux lèvres, plus comme une amuseuse délurée que comme une demoiselle comme il faut, je gardai le silence et supportai ses provocations sans mot dire. Mais le jour même, je descendis parler à mon frère Joshua, et au cours de cette conversation sérieuse, je lui conseillai d'élever sa fille avec plus de sévérité, de ne jamais céder à ses caprices, et me proposai même pour la tenir d'une main de fer, à condition qu'il m'assure de son soutien. Mais il me rembarra avec des paroles inconsidérées et narquoises, dont il eut ensuite à se repentir amèrement. Joshua était un homme pieux et respectable. Toutefois, pour son plus grand malheur, il était doté d'un caractère trop affable et était trop fier de sa fille. Il avait perdu son épouse, sa fille et son fils aîné, et il aimait tant Mary qu'il ne pouvait rien lui refuser. Certes, il lui restait encore l'un de ses enfants qui... Une fois de plus, Matt perdit patience. Depuis 1 ou 2 minutes, il marmonnait de colère, et il préféra s'abstenir de déchiffrer plusieurs lignes de la lettre. Il s'intéressa plutôt au paragraphe suivant. Et j'ai déjà dit qu'elle tirait vanité de sa beauté, qu'elle était impudente et frivole. Je dois ajouter à présent qu'elle était également irréfléchie, passionnée et irresponsable. Mais elle était si cajoleuse que nul ne la perçait à jour, à part moi. Lorsque je me plaignais d'elle à son père et que je lui démontrais le bien-fondé de mon mécontentement, elle s'arrangeait toujours pour l'amener à lui pardonner. Dès le début, elle se comporta avec moi, alors que je lui tenais lieu de mère, avec sa méchanceté habituelle à propos de tout ce qui avait trait à M. Carr. Le fait qu'un gentleman, client de la boutique de surcroît, l'ait remarquée et saluée comme si elle avait été une noble lady, avait flatté son orgueil. Et à la fin de cette journée, à l'heure du thé, elle défit sous mes yeux tous les faits des bons conseils que j'avais donnés à son père. Elle sauta sur ses genoux, noua et dénoua sa cravate, glissa des fleurs dans sa boutonnière et se comporta plus comme une fillette que comme une jeune femme adulte, si bien que, à force de câlinerie, elle parvint à lui soutirer la promesse qu'il l'emmènerait le dimanche suivant au jardin de M. Carr, ce dernier les ayant conviés à venir admirer ses fleurs. Lorsque j'avais eu vent de cette invitation, j'avais fait mon possible pour convaincre mon frère de ne pas l'accepter,
afin qu'elle ne se lie pas avec un inconnu sous le nez de son père. Mais tout ce que je pus dire se révéla alors inutile. Elle m'avait vaincu, et quand j'ouvris la bouche, elle émit son rire effronté et une réponse irrévérencieuse, prompte qu'elle était à m'offenser. Son père dit qu'il s'étonnait que je ne sois point amusée par son trait d'esprit. Je secouai la tête, mais ne répondis pas. Pauvre homme! Il vécut assez longtemps pour voir où son bel esprit la mena. Le dimanche suivant, après l'église, ils allèrent chez M. Carr. Même s'il faisait fi de mes recommandations, j'étais déterminée à accroître ma surveillance sur ma nièce. Je jugeais que la réputation et l'honneur de ma famille reposaient entre mes mains, et décidai que je m'appliquerais à préserver la dignité de notre nom. C'est la seule consolation que j'ai eue après tout ce qui s'est produit. Je m'étais efforcée par tous les moyens de ne pas faillir à cette tâche. Je n'étais pas celle qui avait voué ma famille aux gémonies. M. Carr m'avait déplu dès le premier jour, et je m'en étais méfiée au premier regard. Mais tout ce que je pouvais dire, comme tout ce que je pouvais faire, n'eut aucun effet face à la finasserie de ma nièce. Malgré ma vigilance sans relâche, malgré toute mon autorité, elle... De nouveau, Matt interrompit sa lecture au milieu d'une phrase. Cette fois néanmoins, ce fut pour allumer une bougie. La courte journée d'hiver touchait à sa fin, et la nuit tombait bien vite sur les pages du récit de Joanna Grice. Lorsque la flamme de la chandelle brûla, Matt s'assit pour reprendre sa lecture, mais en perdit le fil. Comme il n'avait pas assez de patience pour chercher l'endroit où il s'était arrêté, il déchiffra les premières lignes qui lui sautèrent aux yeux. Les choses en étaient arrivées au point où j'étais convaincue qu'elle avait pris l'habitude de le rencontrer en secret. Et pourtant, je ne pouvais le prouver à mon frère. Je ne pouvais non plus invoquer d'aide pour venir à bout de cette perfidie démoniaque qui s'employait à me tromper. Demander à d'autres personnes de les surveiller quand cela ne m'était pas possible n'aurait que propagé à Dibbledine le scandale que je m'échinais à étouffer. Quant à Joshua, son amour pour sa fille le rendait sourd à tout ce que je pouvais dire. Il ne trouvait suspect ni l'engouement soudain de Mary pour la botanique, ni le plaisir subit qu'elle éprouvait à dessiner des fleurs. Il laissa M. Carr lui prêter des peintures qu'elle reproduisait comme s'ils se connaissaient depuis leur tendre enfance. Outre la confiance aveugle qu'il plaçait en sa fille, due à l'affection qu'il éprouvait pour elle, il y avait la confiance aveugle qu'il plaçait en cet étranger, due à sa réserve et sa gentillesse, mais aussi aux fleurs onéreuses qu'il faisait porter en cadeau pour notre jardin. Il ne m'autorisait pas à ouvrir le courrier de Mary, ni même à lui interdire de se promener seule. Il me dit même un jour que j'étais incapable d'indulgence avec les jeunes gens. Ah, l'indulgence! Je ne connaissais que trop ma nièce et ne savais que trop bien les devoirs qui m'incombaient en tant que membre d'une honnête lignée pour me montrer indulgente. Je la tenais d'une main de fer. Je la conseillais, me disputais avec elle, lui donnais des ordres, fixais son emploi du temps, la surveillais, la mettais en garde, lui disais de la façon la moins équivoque qui soit qu'elle ne devait en aucun cas chercher à me duper, et son galant non plus. J'étais franche et directe, et je lui disais que je désapprouvais tant les relations cordiales qu'elle entretenait avec M. Carr que je ne manquerais pas de rompre les liens qui les unissaient s'il venait en mon pouvoir de le faire. Je lui dis même une fois que, s'il lui arrivait malheur, il serait trop tard pour lui venir en aide. Elle me répondit, avec son toupet de débauché, que si par hasard il lui arrivait malheur, ce serait parce que ma sévérité l'y aurait conduite. Elle ajouta qu'elle était certaine que la tendresse de son père l'aiderait toujours en cas de besoin. Ce n'est qu'un échantillon de l'insolence et de la cruauté avec lesquelles elle s'adressait à moi. Quand il eut fini ce paragraphe, Matt fouetta son genou avec la lettre et pesta contre son auteur en préférant une litanie de ces imprécations de chercheur d'or qu'il avait eu le malheur d'entendre si souvent au cours de ses pérégrinations en Californie. Ce n'est qu'en se maîtrisant à grand-peine qu'il parvint à dominer l'élan de dégoût qui le poussait à froisser la lettre et à la jeter au feu. Il finit cependant par retendre le papier sur ses jambes, regarda d'abord un paragraphe, puis un autre sans les lire. Après un moment d'hésitation, il tourna la page avec irritation et commença à la première ligne du verso. Lorsque je fis part à Joshua de tout ce que j'avais remarqué, et en particulier de tout ce que j'avais vu et entendu ce soir-là, il parut enfin perdre contenance. Il fit chercher ma nièce et exigea une explication. Lorsqu'il lui répéta ce que je lui avais appris, elle jeta ses bras autour de son cou,
nous dévisagea tour à tour et fondit en larmes. Elle sanglota tant et si bien qu'elle eut une sorte de syncope. Je n'étais pas sûr qu'il ne s'agisse encore d'une de ses supercheries, mais son père en fut si impressionné qu'il s'oublia tout à fait et affirma que ma pudibonderie et mes intrigues avaient tourmenté et terrorisé sa pauvre fille. Après que je me fus vu insulter de la sorte, il ne me restait bien sûr qu'une seule chose à faire, sortir de la pièce et laisser le champ libre à Mary. Nous étions entrés dans l'automne, c'était la mi-septembre et je ne savais plus à quel sein me vouer, quand M. Carr quitta Dibbeldine. Il s'était absenté à une ou deux reprises au cours de l'été, mais il avait reparu au bout d'un jour ou deux. Cette fois, ma nièce reçut une lettre de lui. Comme il ne lui avait pas écrit lors de ses précédents déplacements, je me suis dit que celui-ci devait se prolonger, et je résolus d'en tirer avantage afin de briser la complicité qui régnait entre eux, au cas où leur correspondance deviendrait plus régulière. Je déclare solennellement, et je pourrais même le jurer devant Dieu si c'était nécessaire, qu'en dépit de tout ce que j'avais vu et soupçonné pendant les mois qui venaient de s'écouler, j'étais encore bien loin de m'imaginer l'ampleur du crime qui avait été commis. Je rends grâce au Seigneur. Je n'étais pas assez versée dans les arcanes du péché pour comprendre aussi vite que beaucoup de femmes l'eussent compris. Je me contentais de croire que la route sur laquelle elle s'était engagée pouvait lui être fatale un jour prochain. Et, forte de cette conviction, je trouvais juste d'user de tous les moyens en mon pouvoir pour l'arrêter. Je décidai alors que, si M. Carr lui écrivait de nouveau, elle ne recevrait aucune de ses lettres. Et je connaissais si bien son caractère orgueilleux et passionné que j'étais sûre que, se croyant négligée, elle cesserait tout commerce avec lui sur le champ, pour peu que cet homme revînt un jour dans nos parages. J'estimais donc que ma conduite était parfaitement fondée, dans la mesure où je la protégeais comme une mère l'aurait fait et que je ne pensais pas à mal lorsque j'avais pris ces mesures. Sur ce point, ma conscience est sereine. Je ne puis évoquer l'action à laquelle je m'attelais alors sans mettre sérieusement en cause une personne encore en vie. Tout ce que je puis dire, c'est que chacune des lettres de M. Carr qui arrivait chez nous passait directement entre mes mains et allait droit aux flammes sans que je la lise. Au début, toutes ces lettres étaient adressées à ma nièce, mais vers la fin de l'année, à quelque temps d'intervalle, 2 plis arrivèrent à l'intention de Joshua. Parce que je me méfiais de la fourberie de son auteur et de la faiblesse de mon frère, je jetai ces lettres au feu comme les autres. Après celle-là, il n'en arriva plus, et M. Carr n'est jamais revenu à Jay's Cottage. En ce qui concerne cette partie de mon récit, il ne me reste plus qu'à ajouter, avant de procéder à l'abominable confession du déshonneur qui a frappé notre famille, que je n'ai jamais revu l'individu qui induisit ma nièce en tentation et la poussa à commettre le péché mortel qui marqua sa ruine en ce monde et marquera sa ruine dans l'au-delà. Il me faut cependant revenir d'abord aux conséquences qu'engendra le fait que j'ai brûlé ces lettres. Lorsque ma nièce vit les semaines se succéder sans nouvelles de M. Carr, elle en fut beaucoup plus bouleversée que je ne l'avais imaginé. Et Joshua aggrava son chagrin, sans le vouloir, car il s'étonna souvent, devant elle, de l'absence prolongée du jeune homme à Jay's Cottage. Mon frère était un homme qui ne supportait pas de rompre avec ses habitudes, et il avait pris l'habitude de se rendre certains soirs chez M. Carr, et, à mon grand regret, souvent accompagné de sa fille, pour y prendre le journal de Londres, rapporter des dessins de fleurs et permettre à ma nièce d'en emporter de nouveaux à copier. Or, il était désormais nerveux, agité et furieux, autant qu'un homme d'humeur aussi égale que lui pouvait l'être, de ne pas faire ses chères promenades jusqu'à Jay's Cottage. Comme je l'ai précisé, cela fit empirer l'état de sa fille. Elle trépignait sans cesse et pleurait en secret, ce que je savais à ses yeux rougis. Elle finit par changer du tout au tout. De temps à autre, la crise de colère que je m'attendais à voir exploser pointait soudain, mais elle disparaissait d'elle-même, d'une manière qui contrastait chez elle avec sa disposition naturelle passionnée. Pendant tout ce temps, elle me rendit la vie aussi pénible que possible. Elle me provoquait, m'envoyait des piques ou m'insultait dès qu'elle en avait l'occasion. Je crois qu'elle se doutait de ce que j'avais fait des lettres, mais je m'y étais prise de façon à être sûre que personne n'en saurait jamais rien. Et je résolus d'attendre. À force de patience et de persévérance, je pensais venir à bout de son entêtement et de sa toquade pour M. Carr, comme je me l'étais promis. Enfin, quand vint l'hiver, elle n'était plus la même. Elle avait un air étrange qui ne la quittait jamais. Joshua s'en inquiéta et ordonna qu'on fasse venir le médecin. L'idée même sembla l'épouvanter, et elle déclara soudain, un peu trop vivement, qu'elle ne voulait pas de médecin, qu'elle n'en verrait aucun,
qu'elle ne répondrait pas à ses questions, non pas même si son père l'exigeait. Cela me surprit, ainsi que Joshua, et lorsqu'il me demanda, en privé, mon avis sur le mal dont la petite souffrait, je fus, bien sûr, obligé de lui dire la vérité. J'admis que je croyais qu'elle se consumait d'amour pour M. Carr. Pour la première fois de sa vie, mon frère entra dans une violente colère dont je fus la cible. Je me figure qu'il était surtout furieux contre sa propre conscience qui, sans doute, lui rappelait, en cet instant précis, l'ampleur de sa sottise, comme de son indulgence envers elle, et lui remémorait la légèreté avec laquelle il s'était lié, et avait laissé sa fille se lier avec une personne qui n'était pas de sa condition, et qu'il leur était inconvenant de connaître. Je ne lui dis rien de cela, alors. Il n'était pas disposé à l'entendre, et encore moins disposé à entendre, si jamais j'avais souhaité me confier à lui, le plan que j'avais échafaudé pour amener ma nièce à une guérison certaine. Au fil des semaines, elle continua de pleurnicher en secret et d'afficher cet air qui ne lui ressemblait pas. Je me mis à douter de la réussite de ce plan dont j'avais espéré tellement. Il m'arrivait quelquefois de ne plus savoir quoi faire. Je commençais à trouver ma mission trop difficile lorsque l'heure arriva du dénouement honteux et scandaleux de l'affaire. Noël approchait. Joshua s'y était pris tôt pour établir et envoyer ses factures à ses clients, et il s'était rendu à Londres, ainsi qu'il le faisait toujours en cette époque de l'année. J'attendais son retour, comme d'habitude, un jour ou deux avant Noël. J'avais observé toutes les modifications qui avaient affecté la personne de ma nièce. Depuis le jour où mon frère avait parlé de mander le docteur, elle s'était transformée. Elle mettait plus d'application dans son travail et feignait, bien qu'elle fût mauvaise simulatrice, de ne pas être souffrante. Elle cherchait par là, évidemment, à tranquilliser son père à son sujet. Cependant, le changement auquel je fais référence à présent était d'une autre sorte, et ne touchait que son attitude envers moi et sa manière de s'habiller. Désormais, quand nous nous retrouvions en tête-à-tête, sa conduite n'était plus la même. Elle me parlait avec douceur, l'air humble, et exécutait tous les travaux que je lui donnais à faire sans murmure ni fainéantise. Une fois même, elle esquissa un geste pour m'embrasser. Mais j'étais sur mes gardes. Je la soupçonnais de vouloir m'amener, à coups de câlinerie, à laisser échapper que M. Carr lui avait écrit et que j'avais brûlé ses lettres. C'est aussi à cette époque que j'ai noté le changement survenu dans sa mise. Elle négligeait sa tenue et s'asseyait au salon drapée dans son châle, une attitude qu'elle justifiait en invoquant le froid quand je la réprimandais pour son laisser-aller. J'ignore combien de temps les choses auraient pu continuer ainsi, ou quelle aurait été la fin si les événements avaient suivi leur cours. Mais l'atroce vérité se fit connaître d'elle-même tout à coup, par accident, si l'on peut dire. Elle se querella avec une autre jeune femme de l'atelier de couture, une dénommée Helen Goof, au sujet d'une amie peu recommandable, une certaine Jane Holdsworth. Cette dernière était une ancienne de mes employées, dont je m'étais vue dans l'obligation de me séparer à cause de son impertinence et de ses manières de souillon. Helen Goff, qui, semble-t-il, avait été provoquée au-delà du tolérable par quelques paroles de ma nièce, vint me trouver et, bouleversée, me dit, en peu de mots, l'horrible vérité. La fille unique de mon frère avait jeté une honte éternelle sur elle-même et sur sa famille. L'horreur et la douleur de ce moment sont aussi vives maintenant qu'alors, malgré le temps qui m'en sépare. Le choc que je reçus m'affecta aussitôt. Je ne m'en suis jamais remise et ne m'en remettrai jamais. Sous le coup de l'affolement, je dis ou fis quelque chose au rez-de-chaussée où je me tenais qui avertit la perfide à l'étage que j'avais découvert son infamie. Je me rappelle être montée dans sa chambre à coucher, en avoir trouvé la porte fermée à clé et m'être entendu répondre qu'elle refusait d'ouvrir. Après quoi, je crois avoir perdu connaissance, parce que je me retrouvais ensuite, sans savoir comment j'y étais arrivée, au centre de l'atelier, où Helen Goff me tendait une bouteille à renifler. Avec son aide, je me rendis dans ma propre chambre, où je m'évanouis de nouveau. Lorsque je revins à moi, je retournai à la chambre de ma nièce. À présent, la porte était ouverte, et il y avait un morceau de papier accroché au miroir à l'intention de mon frère Joshua. Elle avait quitté l'honnête maison que son péché avait souillée pour toujours. Elle n'avait griffonné que peu de mots, mais elle reconnaissait pleinement la gravité de son crime et confessait que c'était ce scélérat de Carr qui l'avait incité à le commettre. Elle disait qu'elle préférait emporter sa honte avec elle.
Elle nous implorait de ne rien tenter pour retrouver sa trace, car elle préférait mourir plutôt que de couvrir de honte sa famille et son père sur ses vieux jours en retournant vivre chez nous. Après cela venaient quelques lignes, sans doute ajoutées après réflexion. Je ne me souviens pas des termes exacts qu'elle employait, mais elle y parlait effrontément à mes yeux de l'enfant à naître et se déclarait prête à souffrir les pires tourments pour l'amour de son bébé s'il venait au monde sain et sauf. Au début, son départ me causa un vif soulagement. Les ravages de la révélation publique et de l'avilissement dont ce scandale nous menaçait semblaient retardés par son absence. Lorsque j'interrogeai Helen Coofe, j'appris que les 2 autres filles qui travaillaient sous mes ordres et qui étaient providentiellement absentes de l'atelier n'étaient pas informées de l'ignoble secret de ma nièce. Hélène l'avait éventé par hasard, ce pourquoi ma nièce avait été obligée de tout lui avouer et de lui faire confiance. Elle avait réussi à duper le reste de la maisonnée, tout comme elle y était parvenue avec moi. Lorsque j'entendis cela, j'osais espérer que personne en ville ne connaîtrait le déshonneur de notre famille. J'écrivis à mon frère, sans lui dire ce qui s'était produit, mais en le suppliant de rentrer au plus vite. Plus âpre encore que ce malheur était l'idée de ce que je devais apprendre à Joshua et la pensée des extrémités auxquelles la dépravation de sa fille pourrait le conduire. Je tentais de toutes mes forces de me préparer à cette épreuve imminente, mais ce qu'il advint était pire encore que mes plus sombres prédictions. Quand mon frère apprit l'effroyable nouvelle et vit le bout de papier qu'elle avait laissé pour lui, on eût dit qu'il avait perdu l'esprit. Il est charitable et juste de croire, eu égard à son caractère, qu'il n'est sorti de ses gonds que sous le coup d'une immense détresse. Il se déclara prêt à s'en aller immédiatement à sa recherche et à recruter d'autres gens pour battre la campagne. Il dit, ou plutôt il jura, qu'il la ramènerait à la maison dès qu'il l'aurait retrouvée, qu'il lui porterait secours dans son malheur, qu'il accepterait son repentir et l'abriterait sous son toit comme il l'avait toujours fait, sans même accorder une pensée au scandale et à la honte que son état infligerait à sa famille. Il déforma même les versets des Saintes Écritures pour appuyer aussi bien ses paroles que l'action qu'il était sur le point d'entreprendre. Et, pis encore, au moment où il apprit dans quelles circonstances j'avais eu vent du crime de sa fille, il exigea qu'Helen Coofe soit bannie de notre maison. Il décréta, dans un langage dont je ne l'aurais jamais cru capable, qu'elle ne passerait plus une nuit sous notre toit. L'apaiser était une tâche surhumaine. Ce jour-là, il l'a mis à la porte lui-même. C'était une couturière excellente, mais irritable et vindicative quand elle se sentait agressée. Dès le lendemain matin, l'histoire avait fait le tour de Dibaldine. Il ne restait plus qu'une humiliation à redouter et qui me donnait la nausée rien qu'à y songer. Je connaissais assez Joshua pour savoir que s'il retrouvait cette vermine perdue, il la ramènerait chez nous, sans aucun doute. J'avais vu le jour dans notre demeure de Dibaldine, et ma mère, avant moi, y était née aussi. Notre famille y vivait depuis des générations, dans la probité et le respect, sans qu'on eût jamais rien insinué à son propos. Quand je pensais à cela, puis quand je songeais à la possibilité qu'une femme abandonnée serait bientôt admise, et qu'un bâtard viendrait à naître, dans une maison où nombre de mes parents avaient coulé des jours vertueux et avaient rendu le dernier soupir sans s'écarter du droit chemin, je décidai que le jour où elle franchirait le seuil de notre demeure serait celui où je quitterais pour toujours mon foyer et l'endroit où j'étais né. Tandis que j'étais dans cette disposition d'esprit, Joshua, aussi inflexible à sa façon que moi, vint me demander si j'avais une idée de la direction dans laquelle elle avait pu s'éloigner. Je lui répondis que je ne le savais pas avec certitude. C'était la stricte vérité. Mais que je la soupçonnais de s'être rendue à Londres. Il me demanda pourquoi, et je lui répliquai que je croyais qu'elle cherchait à y retrouver M. Carr, sentiment qui m'était venu sur la foi du cachet londonien de la lettre, la seule et unique qu'elle eût reçue de lui, qu'il lui avait envoyée. À l'époque, nous n'avions pas mis la main sur la lettre. La cachette où elle l'avait dissimulée, avec d'autres objets qui lui appartenaient, ne fut découverte que des années plus tard, quand la maison fut rénovée pour les nouveaux propriétaires de nos boutiques. Comme Joshua n'avait pas d'autre piste à suivre et qu'il était résolu à se mettre en quête d'elle sans délai, il affirma que ma théorie était plausible et prit le train du soir pour Londres afin de voir ce qu'il pouvait faire et de demander conseil à ses avocats sur la meilleure marche à suivre. L'épisode que je viens de relater concerne le seul de mes agissements au moment de ce drame pour lequel je conçois des remords. Lorsque j'avais affirmé à mon frère que je la croyais partie pour Londres, je ne lui avais pas dit la vérité.
Je ne savais pas au juste où elle se trouvait, mais je subodorais qu'elle était assurément allée dans la direction opposée à Londres, c'est-à-dire au-delà de Banbury. Elle n'avait cessé d'interroger Ellen Go, qui me l'avait rapporté, sur les routes, villes et gens de cette partie lointaine du pays, et c'était la seule raison qui me portait à croire que c'était là que ses pas l'avaient conduite. Même s'il ne s'agissait, au mieux, que d'un faisceau de présomption, on peut dire que j'ai bel et bien cherché à tromper mon frère quand il me demanda mon avis sur le sujet. C'est sans nul doute un péché dont je me repens humblement, mais l'idée même de l'aider, ne fût-ce qu'en lui confiant une intuition, a attiré l'infamie entre nos murs en ramenant avec lui cette fille perdue de mon vivant, au vu et au su de toute la ville. Cette pensée, dis-je, était plus que je n'en pouvais supporter. J'étais convaincu que le jour où elle franchirait notre seuil serait le jour de ma mort, ainsi que celui de mes adieux à la demeure de mes aïeux. Et c'est pourquoi je cachais à Joshua mon opinion véritable. Je méritais de souffrir pour cela. Et je souffris, en effet. 2 ou 3 jours après ce Noël solitaire que je passais en recluse dans notre maison de Dibaldine, je reçus une lettre de Londres que m'adressait l'avoué de Joshua. Il me sommait de venir, sans attendre, voir mon frère qui était tombé gravement malade. Au cours de son enquête, qu'il avait effectuée seul, bien que ses hommes de loi, experts en ce domaine, eussent fait l'impossible pour l'aider, il avait été dupe, par quelques faux informateurs, avait été dépouillé de ses biens et battu comme plâtre non loin de la Tamise, une nuit où une tempête de neige faisait rage. Il est inutile que je m'étende sur la souffrance que m'infligea cette nouvelle, ou sur les horribles moments que je passai à son chevet à Londres. Disons simplement qu'il échappa de peu aux griffes de la mort, et qu'il ne fut assez guéri pour être transporté à Dibaldine qu'au mois de février. Il reprit bientôt des forces, physiquement, certes, mais pas moralement. Chaque matin, il demandait si l'on avait eu des nouvelles de Mary, et, une fois donnée la réponse négative, il soupirait. En général, les journées passaient sans qu'il profère une seule parole, ni qu'il relève la tête. À une époque, il s'inquiéta de ce qu'une lettre devait arriver à destination ou être reçue sans encombre, mais il refusait obstinément de me dire même à quelle adresse il l'avait envoyée. Je le devinais sans peine quand ses avocats me dirent qu'il avait rédigé ce courrier à Londres et qu'il leur avait précisé que le destinataire en était une personne habitant outre-mer. Pourtant, la chose parut lui sortir de la tête bien vite, comme il sembla oublier tant de choses, excepté sa question quotidienne concernant Mary, qu'il répétait parfois à l'air hébété, même après que je lui eus appris qu'elle était morte. La nouvelle de sa mort arriva en mars de l'année 1828. Toutes les recherches effectuées à partir de Londres pour retrouver la plus petite trace de Mary avaient échoué. Nous savions qu'elle ne pouvait être à Dibaldine, et Joshua n'était pas en état de mener lui-même des recherches ailleurs, ni en état d'orienter d'autres personnes dans des recherches qu'ils eussent faites en son nom. Mais au cours de ce mois de mars, je vis dans le journal de Banbury, qui est diffusé non seulement dans le comté de cette ville, mais également dans le nôtre, une annonce où un appel était lancé aux amis d'une jeune femme, laquelle venait de décéder et laissait derrière elle un nourrisson, pour venir identifier le corps et prendre certaines mesures relatives à l'enfant. La description était aussi exhaustive que précise, et ne laissait planer aucun doute pour quiconque la connaissait aussi bien que moi. La jeune fille à laquelle il était fait référence était bel et bien ma misérable nièce. La santé de mon frère ne me permettait pas de lui parler de ce problème. Aussi décidai-je d'agir de mon propre chef. Je fis porter par une personne de confiance une somme suffisante pour la faire enterrer convenablement dans le cimetière de Banbury, sans mettre ni patronyme ni date sur la lettre. Aucune loi ne m'obligeait à en faire davantage, et j'étais résolu à ne pas en faire plus. Quant à l'enfant, il était le fruit du péché, et c'était à son scélérat de père, et non à moi, de subvenir à ses besoins. Lorsque les gens de la ville, qui savaient tout de notre drame et avaient vu l'entrefilet dans le journal, m'en parlèrent, je fis celle qui ne confirmait ni ne démentait rien. Je refusai simplement de m'entretenir avec eux de nos déboires. En protégeant ainsi mon frère et moi-même contre l'intrusion et l'impertinence des braves gens oiseux, je pensais avoir eu mon comptant des épreuves qui m'étaient réservées en conséquence du crime de ma nièce. Je me trompais. La coupe de l'affliction n'était pas encore pleine. Un jour, 2 semaines à peine, après que j'eus envoyé anonymement de l'argent à Banbury,
Notre bonne vint me trouver et me dit qu'un inconnu à notre porte souhaitait rencontrer mon frère et y était si décidé qu'il n'acceptait pas de refus. Je m'y rendis aussitôt pour trouver sur le seuil un homme d'âge moyen et à l'allure très respectable que je n'avais jamais rencontré de ma vie. Je lui dis que j'étais la sœur de Joshua et que je dirigeais les affaires de mon frère pendant sa maladie. L'inconnu me répondit simplement qu'il était très désireux de voir Joshua en personne. Je ne choisis pas de dévoiler à un individu dont je ne savais rien l'ampleur de la dégradation des facultés mentales de mon frère. Je me contentai de répondre qu'une telle entrevue n'était pas envisageable, mais que, s'il était en affaire avec M. Gryce, il pouvait, pour les raisons que j'avais déjà invoquées, me faire part du motif de sa visite. Il hésita, me sourit et me dit qu'il m'était obligé. Puis, faisant mine d'entrer dans la maison, il ajouta que je saurais sans doute apprécier la nature amicale de sa démarche, puisqu'il était secrètement employé par M. Arthur Carr. À l'instant où il le prononça, je sentis ce nom percer mon cœur aussi assurément que s'il s'était agi d'un poignard. Mon indignation prit le dessus. Je lui dis de transmettre à M. Carr que la misérable créature que sa vilainie avait détruite s'était enfuie de chez elle et était morte et enterrée loin des siens. Après quoi, je lui claquai la porte au nez. Mon trouble et une espèce de terreur que je ne m'expliquais pas me submergèrent tellement que je fus obligé de m'adosser à un mur du couloir et me révélai incapable d'effectuer le plus petit pas pour courir à l'étage. Dès que je me repris quelque peu et que je pus penser à ce qu'il s'était réellement produit, il me vint un doute. Ne m'étais-je pas trompé? Avais-je agi au mieux? Je me souvins que les avocats de Joshua à Londres avaient fait grand cas de la nécessité de retrouver ce monsieur Carr, et bien que, depuis, la situation se fût modifiée en raison de la mort de ma nièce, j'éprouvais un malaise et un embarras certains à la suite de ce que j'avais fait, sans pouvoir dire pourquoi. C'était comme si j'avais pris une responsabilité qu'il ne m'incombait pas de prendre. En bref, je courus jusqu'à la porte, je l'ouvris et scrutai la rue de long en large. Trop tard, l'inconnu avait disparu et je ne le revis jamais. Ces événements ont été survenus en mars 1828, le même mois où l'annonce avait paru dans le journal. J'insiste sur cette date parce que c'est la dernière information que je puis donner relativement aux circonstances honteuses que je me suis obligé à relater ici. Sur l'enfant mentionné dans l'annonce, je n'ai jamais rien entendu depuis lors. J'ignore même sa date de naissance. Je sais simplement que sa mère, pécheresse, s'il en fut, quitta notre maison en décembre 1827. Je n'ai jamais appris et ne souhaite pas apprendre si cet enfant avait survécu au-delà de la date de l'annonce ou s'il était mort à son tour. Depuis mon humiliation, je me suis retiré du monde et j'ai enfoui mon chagrin dans mon cœur. Je n'ai jamais posé de questions et n'y ai pas davantage répondu. Là, Matt suspendit une fois encore le cours de sa lecture. Il avait accordé une attention sans faille à cette lettre pendant une durée inhabituelle, et tout ce temps, son visage avait conservé une expression de tristesse empreinte de sévérité, sauf lorsque le nom d'Arthur Carr était survenu dans le récit. À chaque occurrence ou presque, lorsque le doigt qui guidait sa progression au fil des lignes serrées de la missive arrivait à ces mots, il tremblait un peu, et l'éclat menaçant brillait de plus en plus dans ses yeux. Cet éclat résidait dans son regard lorsqu'il lâcha la feuille sur sa cuisse, se retourna et prit, près du mur contre lequel il était adossé, un certain sac de cuir mentionné plus haut comme faisant partie des effets personnels qu'il avait apportés avec lui à Kirk Street le jour de son installation. Il l'ouvrit, en tira un éventail de plumes et une blague à tabac indienne en cuir souple de couleur écarlate, puis il se mit à fouiller au fond du sac, dont il finit par extraire une lettre. Celle-ci était déchirée par endroits, l'encre s'était estompée et le papier était maculé de taches de graisse, de tabac et de poussière. L'adresse était dans un tel état que le mot « Brésil » était le seul lisible. Le contenu dans l'enveloppe ne valait guère mieux. Néanmoins, la date demeurait assez facile à déchiffrer. Le 26 décembre 1827. Matt y jeta d'abord un coup d'œil, puis se reporta au passage de la lettre de Joanna Gryce qu'il venait de lire. Ensuite, il se mit à compter sur ses doigts avec sa gaucherie habituelle. Il établit l'année 1828 comme premier terme de son calcul et finit par 1851, soit
23 chiffres plus loin. 23, répéta-t-il à haute voix. 23 ans. Je m'en souviendrai. Quelques secondes plus tard, il baissa les yeux, d'un air absent, sur la lettre déchirée. Ça et là, certaines phrases qui avaient échappé à la crasse et aux taches étaient encore assez nettes pour être lues, et ce fut sur elles que son regard erra. Les premiers mots qui captèrent son attention furent les suivantes. « C'est pourquoi je me trouve à présent en proie à ce chagrin amer, plus désireux que jamais d'oublier nos différents passés et... » Ici, le début de la ligne suivante était masqué par quelques saletés, sous laquelle, dans une section plus propre, le texte continuait ainsi. Dans cet esprit, je vous recommande, si vous pouvez vous procurer un emploi stable à l'étranger, de l'accepter au lieu de revenir. Un accroc dans le papier coupait trop les mots pour qu'on eût pu les comprendre. Au cas où les nouvelles seraient bonnes, soyez sûr que je vous les communiquerai. En attendant, je vous le répète, restez au loin si vous le pouvez. Votre présence ne nous aiderait pas, et il vaut mieux pour vous, en raison de votre jeune âge, que la vue du malheur qui nous assaille vous soit épargnée. Ensuite, la poussière et la disparition de l'encre rendaient plusieurs phrases quasi illisibles près de la fin. Seules les 3 ou 4 dernières lignes du texte pouvaient être lues sans trop de difficulté. Cette pauvre créature perdue et malheureuse, mais je la trouverai, je le sais, et le moment venu, quoi que Johanna en dise, je pardonnerai à ma chère Mary, parce qu'elle mérite mon absolution. Quant à l'homme, j'ai la certitude que nous remonterons jusqu'à lui, et que je pourrai le pousser à prendre l'engagement de l'épouser. S'il refuse, eh bien, ce scélérat au cœur vil ira... Matt n'en lut pas davantage. Il replia la lettre à la hâte, la rangea dans la sacoche avec l'éventail de plumes et la blague à tabac indienne. Je ne peux pas encore m'intéresser à cette partie de l'histoire, mais le moment viendra peut-être. Il ne s'attarda pas sur cette pensée qui avait surgi dans son esprit. Il s'assit sans bouger quelques minutes. La tête posée sur sa main et ses sourcils épais froncés de colère, il contempla la flamme de la chandelle. Il lui restait encore à terminer la lettre de Johanna Grice. Il la souleva et se reporta au dernier paragraphe qu'il avait lu. Sur l'enfant mentionné dans l'annonce. C'étaient là les mots sur lesquels il s'attarda. L'enfant, se dit-il. Son sexe n'était pas dit. J'aimerais savoir s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon, songea Matt. Il approchait de la fin de la lettre, mais il lui fallut un effort pour poursuivre plus avant. Avant de clore cette lettre en exposant les détails relatifs à la vente de notre affaire, à la mort de mon frère et à l'existence que je mène depuis lors, je désire revenir, une fois pour toutes et de façon très concise, aux quelques objets que ma nièce a laissés derrière elle lorsqu'elle a abandonné sa maison. Un jour prochain, peut-être les circonstances rendront-elles ces précisions nécessaires. Je souhaite donc déclarer que tous ces biens ont été conservés dans un de ces coffrets, qui est maintenant en ma possession, comme elle les y avait mis. Lorsque les lettres signées A.C. furent découvertes, ainsi que je l'ai dit, lors des travaux effectués dans la maison, je les ai moi-même jetées dans cette cassette. Ces lettres témoigneront, j'en suis sûre, du bien fondé de mes premiers soupçons que feu mon frère refusa de prendre en considération. En ce qui concerne quelque argent ou quelque bien de valeur qu'elle aurait possédé, je ne puis dire que la chose suivante. Ma nièce emporta dans sa fuite toutes ses économies. Je savais dans quel coffret elle les conservait, et je vis ce coffret ouvert et vide sur la table de sa chambre quand je m'aperçus de sa disparition. En ce qui concerne les 3 seuls bijoux qu'elle possédait, je l'ai vu de mes yeux donner sa broche à Helen Cove. Elle portait toujours ses boucles d'oreilles, et je ne puis que présumer, ne l'ayant jamais trouvée, qu'elle emporta avec elle, en partant, son bracelet de cheveux. « Encore ce bracelet !» s'écria Matt, qui en lâcha la lettre de stupéfaction au moment où les mots « bracelet de cheveux » accrochèrent son regard. À peine avait-il proféré cette exclamation qu'il entendit la porte du rez-de-chaussée s'ouvrir en claquant, puis se refermer avec fracas. Zach venait de s'introduire dans l'immeuble au moyen de sa clé.
Matt s'empara rapidement de la lettre et la chiffonna en la remettant dans sa poche. « Je ne suis pas mécontent qu'il soit de retour, marmonna-t-il. J'ai encore une ou deux choses à voir avant d'aller plus loin. Et Zach est l'homme qu'il me faut. » 9. D'autres découvertes. Lorsque Zach entra dans la pièce et vit son étrange compagnon assis en tailleur à même le sol, dans l'angle habituel, l'air songeur, les mains dans les poches, entre une bouteille de cognac et une chandelle à la flamme vacillante, il éclata de rire, au point que la petite maison parut s'ébranler jusqu'à sa base sous les trépignements tapageurs du jeune Thorpe. Avec une patience exemplaire et inébranlable, Matt supporta d'entendre ce tapage, ces railleries, puis le persiflage qui y succéda, comme quoi il se ridiculisait à noyer ainsi sa passion pour Madonna dans l'alcool. Le flegme héroïque dont il fit preuve fut toutefois récompensé. Vite lassé de voir ses plaisanteries reçues avec une superbe indifférence, Zach délaissa ses fadaises au profit de considérations pratiques et annonça à son colocataire, qui s'en trouva intrigué, une nouvelle de la toute première importance. « Au fait, Matt, dit-il, nous allons devoir ranger cet endroit et lui donner un air de respectabilité avant demain. Mon ami Bliff passera la soirée avec nous. J'ai attendu que tous ses visiteurs soient partis pour lui transmettre notre invitation. »« Vous voulez dire qu'il va venir boire un grog et fumer une pipe avec nous ?» demanda Matt, perplexe. « J'ai dit qu'il passerait la soirée avec nous, » corrigea Zach. « Mais pour ce qui est du grog ou du tabac, Valentin ne touche ni à l'un ni à l'autre. C'est l'homme le plus gentil et le plus doux qui soit, mais, et j'ai honte de l'admettre, il a la faiblesse de n'aimer que la limonade et le thé. Une bouffée aspirée d'une pipe lui donne la nausée et, quant au grog, il n'a pas dû en boire une larme depuis des lustres. L'alcool lui monte très vite, trop vite, à la tête, voyez-vous. » Et Zach de se frapper le front avec un air de supériorité bachique. Matt parut avoir replongé dans un de ses accès de méditation et ne répliqua pas. Il souleva cependant la bouteille de cognac posée à son côté et évalua du regard ce qu'elle contenait encore. Zach remarqua son geste et dit « Ne vous mettez donc pas Martel en tête. Bliff ne boit pas de cognac et n'en a pas davantage besoin. Savez-vous que sauver le tableau de Valentin est ce que vous avez fait de meilleur dans votre vie ? De cette manière, vous avez assurément gagné son cœur. Voilà quelqu'un qui, au départ, regardait d'un œil torve notre amitié, mais qui à présent déplore que l'indigence de la langue anglaise l'empêche de vous exprimer l'étendue exacte de sa reconnaissance. Quand je lui ai demandé de venir chez vous, sous votre propre toit, se faire une idée de votre personne, il m'a répondu qu'il ne serait que trop heureux de vous remercier d'air chef. Vous lui raconterez l'une de vos captivantes histoires, par exemple. Je l'ai déjà terrorisé en lui en rapportant une ou deux. Oh, Seigneur, réservons-lui le meilleur accueil qui soit. Vous, Matt, vous lui ferez dresser les cheveux sur la tête, tandis que moi, je l'enivrerai avec son thé préféré. »« Que fait-il de ces tableaux ?» demanda Matt tout à trac. « Il les vend ?»« Bien entendu, » répondit Zach, plein d'assurance. « Et il obtient même des sommes astronomiques en échange. » Chaque fois que Zach avait l'occasion de vanter à outrance les mérites d'un ami, il s'émancipait des contraintes prosaïques et saisissait l'occasion en or qui lui était donnée sans une fraction d'hésitation ni même une syllabe de compromis. « Alors, comme ça, il gagne beaucoup d'argent, » dit Matt. « Et je suppose que, comme vous autres, il en garnit ses bas de laine, n'est-ce pas ?»« Lui, faire des économies ?» se récria Zach. « Ah ça, vous ne pouviez pas plus mal tomber. M'est avis qu'il n'a pas mis 6 pence de côté depuis que sa première dent lui a poussé. Sans Mrs. Blitt pour y veiller, je crois qu'il n'aurait pas 5 livres d'une année sur l'autre chez eux. » Il y eut un silence. « Ce n'est donc pas parce qu'il y avait dissimulé de l'argent qu'il a refermé le couvercle de la grosse commode avec autant de hâte, » se dit Matt. « Je me demande si... » « C'est l'être le plus généreux au monde, » poursuivit Zach, tout en allumant un cigare. « Et de surcroît, le meilleur payeur. N'importe lequel de ses fournisseurs vous le confirmera. » Cette remarque brisa net l'hypothèse qui se formait dans l'esprit de Matt. Ce dernier la laissa choir sans attendre et interrogea Zach de plus belle. Il avait déjà obtenu du jeune Thorpe une partie des informations qu'il voulait connaître.
il tenait à présent pour sûr que, si le jour de l'exposition, M. Blitt avait refermé avec violence l'abattant de l'écritoire quand M. Gimble s'était approché de lui, ce n'était pas pour dissimuler quelque trésor sonnant et trébuchant. « Viendra-t-il accompagné, demain soir ?» s'enquit Matt. « Accompagné ?» s'étonna Zach. « Mais de qui donc, grand Dieu ?»« Eh quoi, espèce de vieux barbare ! Vous n'espérez tout de même pas qu'il amènera Madonna dans notre joyeuse garçonnière pour qu'elle préside à nos Dionysies enfumées ?» Matt moucha la chandelle. « Quel âge a la jeune demoiselle ?» demanda-t-il. « Quand cesserez-vous de nous rebattre les oreilles au sujet de cette fille ?» s'écria Zach en pouffant. « Elle est plus vieille qu'elle n'en a l'air. On lui donnerait 18 ou 19 ans tout au plus, mais en réalité, elle en a 23. Oh là, vous risquez de passer par la fenêtre si vous continuez de vous agiter ainsi. 23 ans, répéta Matt en son fort intérieur. C'était le nombre exact qu'il avait trouvé en calculant sur ses doigts la différence entre 1851 et 1828, juste avant l'arrivée de Zach. « Je présume que vous allez maintenant avoir le cran de la décréter trop âgée pour vous, poursuivit Zach. Ou peut-être préférez-vous m'interroger plus avant. Je vous le dis, ô redoutable gaillard, certains aspects inquisitoriaux de votre caractère commencent à me... La barbe s'exclama Matt, qui se redressa d'un bond et s'empara d'un paquet de cartes collantes posées sur la tablette de la cheminée. Je ne pose pas de questions et ne veux pas de réponses. Versons-nous un doigt de grog et faisons une partie de bataille. 6 pence la manche. Allons. Ils s'installèrent autour de leurs cartes et de leurs verres de fine halo et jouèrent sans interruption pendant plus d'1 heure. Zach gagnait et, vivifié par les effets enthousiasmants du grog, atteignait des sommets de griserie chaque fois que sa bonne étoile arrachait 6 pence à la poche de son adversaire. Son exubérante gaieté se communiqua à l'imperturbable Matt, qui se surprit, pendant qu'il battait les cartes, à délivrer lui-même l'un de ces gloussements bourrus déjà décrits ici comme ce qui s'apparentait le plus, provenant de lui, à un rire digne de ce nom. Mais son compagnon était si peu prodigue en symptômes d'hilarité que Zach, dont le tour était venu de servir, interrompit la donne et s'enquit, avec la plus grande curiosité, de ce qui avait provoqué ce grognement. D'abord, Matt refusa de répondre. Puis, une fois pressé de se confesser, il reconnut que ses pensées avaient dérivé sur la vieille femme dont Zach s'était attiré les foudres chez M. Blitt, simplement parce qu'il avait émis le vœu d'offrir un présent à la jeune demoiselle. L'incident l'avait tant amusé qu'il eût volontiers déboursé une couronne pour le plaisir de voir et d'entendre cette chicanerie du début jusqu'à la fin. Dans un franc accès de jubilation, Zach, en veine d'être mis en joie par tout ce qui mettait en joie son ami, happa aussitôt le côté cocasse de la chose et décrivit la malheureuse Mrs. Peckover à grand renfort de qualificatifs outranciers et grotesques. Matt l'écouta avec une attention empreinte d'admiration et se dérida de façon si étonnante au vu des mimiques de son colocataire que, dans l'excitation que procure le succès, le jeune torpe courut dans la chambre contiguë, arracha 2 coussins au lit, fixa l'un contre sa poitrine, l'autre dans son dos, noua par-dessus la courte pointe en arlequine, en guise de jupon, et retourna auprès de son ami en se dandinant, travesti en Mrs. Peckover, comme la grosse femme lui était apparue le soir mémorable où elle l'avait mystérieusement arrêté dans le couloir de la maison de M. Blitt. Zach était en effet un imitateur fort doué, et il singea à merveille la voix, les manières et la démarche de Mrs. Peckover. Pendant toute la durée de cette représentation, Matt rit de bon cœur, dodelina de son énorme tête et écrasa son poing massif sur la table en signe d'approbation. Encouragé par l'effet extraordinaire de sa performance, Zach reproduisit en intégralité la scène avec Mrs. Peckover dans le couloir. Il suivit l'excellente femme dans les dédales de Rodomontade où elle s'était égarée, et refit avec tant d'exactitude et d'humour son visage terrifié quand il l'avait menacé de courir à l'étage demander à M. Blitt si Madonna possédait bel et bien un bracelet de cheveux, que Matt décréta qu'on ne le surprendrait jamais plus à payer sa place au théâtre, la qualité de cette prestation gratuite l'en ayant tout à fait dissuadé. Quand le jeune torpe fut arrivé au fait de son divertissement vaudevillesque, il était tellement exténué
qu'il fut ravi de jeter oreiller et courtepointe et se déclara prêt à passer le reste de la soirée absorbé dans la lecture d'un journal. Son ami se tint coi un instant, puis affirma, tout en s'asseyant, que, grâce à l'imitation de Zach, il était sûr de reconnaître la véritable Mrs. Peckover si d'aventure il la croisait dans la rue. Ce à quoi le jeune Thorpe répliqua que la chose était plus qu'improbable, étant donné que Mrs. Peckover résidait à Rubbleford, où son mari avait une situation et elle-même tenait une modeste crèmerie-pâtisserie. « Elle ne vient en ville qu'une fois par an tout au plus, » conclut Zach en allumant un cigare, « mais elle descend chaque fois chez Blythe. » Matt écouta avec attention cette explication sans pour autant la commenter. Il s'en retourna dans la chambre du fond, où se trouvait l'arrivée d'eau, et s'employa à laver la vaisselle en l'honneur de la visite attendue de M. Blythe chez les deux célibataires. Le temps passant, Zach, sur qui toute littérature, qu'elle fût sublime ou vulgaire, agissait comme un narcotique, fut pris de torpeur devant son journal. Il laissa refroidir son grog, lâcha le cigare qu'il tenait en bouche et s'endormit sur la chaise. À son réveil, il grelottait. Sa montre s'était arrêtée, la chandelle s'éteignait au fond du bougeoir. La flambée dans la cheminée était morte et son colocataire ne se trouvait ni dans le salon ni dans la chambre à coucher. Le jeune Thorpe, qui savait à quel point son camarade aimait, selon ses propres termes, sortir au cœur de la nuit pour capturer les premières lueurs de l'aurore dans les champs, ne s'étonna pas d'être seul. Il se traîna jusqu'à son lit, le corps moulu de sommeil, et marmonna en bâillant les paroles suivantes. « Je verrai ce bon vieux gaillard demain, dès que j'ouvrirai les yeux. » Le matin infirma cette prévision. Quand Zach s'éveilla paresseusement aux environs de 11 heures, les premiers objets qui surprirent son regard furent une lettre et un bras glissés avec précaution dans l'entrebâillement de la porte de la chambre. Bien qu'on ne pût en sous-estimer la charpente musclée, le membre qu'on entrevoyait dans l'embrasure n'était pas celui, velu et herculéen, de Matt. Ce n'était que le bras de la bonne à tout faire à qui le barbare occupant des lieux inspirait une sainte terreur, à telle enseigne que cette femme ne s'était pas hasardée dans ses appartements, devenus à ses yeux zone interdite, depuis qu'il y avait élu domicile. Zach s'extirpa d'un saut hors de son lit et s'empara de la lettre. Valentin, qui en était l'auteur, le sommait de se présenter sans délai chez lui pour voir Mrs. Thorpe, laquelle désirait ardemment s'entretenir avec son fils. Le visage du garçon changea de couleur à la lecture de quelques lignes que M. Blythe avait écrites. Ce serait la première fois qu'il reverrait sa mère face à face depuis qu'il avait quitté le toit familial. Il s'habilla cependant avec hâte, sans atermoyer, et sortit aussitôt. Il marcha aussi vite qu'il le put, puis décida de courir, afin d'obéir à l'injonction qu'il avait tout juste reçue sans paraître vouloir s'y soustraire ou temporiser. Une fois qu'il eut gagné la demeure de l'artiste, on le conduisit dans l'un des salons du rez-de-chaussée où il trouva M. Blythe qui tenait compagnie à Mrs. Thorpe. Les retrouvailles de la mère et du fils se déroulèrent conformément à leurs tempéraments respectifs. Sans même donner à Valentin le temps de franchir la distance qui séparait sa chaise de la porte de la pièce, ni même vérifier d'un regard quel sentiment il eût pu déchiffrer sur le visage de Mrs. Thorpe, ni plus se préoccuper des dégâts qu'il occasionnait sur sa coiffure comme sur son couvre-chef, Zach déversa sur elle, comme à son habitude, une pluie de tendres baisers et l'étreignit avec la même affection bruyante qui lui témoignait en cette époque bénie où il couchait dans la nurserie et gambadait en culotte courte. La malheureuse femme, quant à elle, buta sur ses premières paroles de désapprobation, puis perdit la voix tout à fait, glissa dans la main de son fils une petite enveloppe pleine d'argent qu'elle avait apportée à son intention, et pleura contre sa poitrine sans dire un mot. Ainsi qu'il en avait été de même quand elle n'était qu'une jeune femme, et lui un petit garçon, ainsi en était-il désormais en des temps plus tardifs et plus amers. Mrs. Thorpe fut longue à recouvrer la contenance qu'elle avait perdue en voyant son fils pour la première fois depuis que le garçon s'était envolé hors du nid. Zach exprima encore et encore ses regrets, et dut, avant que sa mère se fût assez calmée pour pouvoir proférer 3 paroles sans fondre en larmes,
réitéré de nombreuses fois sa promesse de se conformer au projet que M. Blitt lui avait soumis quand ils s'étaient rencontrés au péage. Une fois qu'elle eut suffisamment retrouvé ses esprits pour pouvoir s'adresser à lui avec calme, elle ne parla point à Zach, contre toute attente, de ses incartades passées, ni même de ses perspectives d'avenir, mais du logement où il résidait et de l'inconnu auquel il avait accordé son amitié. Bien que l'héroïsme avec lequel Matt avait sauvé le colon eût disposé Valentin en sa faveur, l'artiste était par trop consciencieux pour adoucir l'effet sur la foi de ce seul geste, quand il avait divulgué auprès de la mère de Zach la nouvelle adresse de ce dernier, ainsi que l'identité du colocataire avec lequel il avait choisi de vivre. Mrs. Thorpe était timide et, à l'instar de tous les timides, d'un naturel méfiant. Aussi supplia-t-elle son fils de commencer à s'amender et, pour ce faire, de quitter Kirk Street et de fuir aussitôt cette promiscuité pernicieuse qu'il entretenait avec le vagabond inconnu qui y demeurait. Zach prit la défense de son ami devant sa mère, tout comme il avait plaidé en sa faveur auprès de Valentin. Il ne réussit toutefois pas à infléchir son opinion, jusqu'à ce qu'il se fût avisé de promettre que, à cet égard comme à tous les autres, il se laisserait guider par les directives de M. Blitt. Cette assurance donnée, accompagnée de surcroît de l'annonce que Valentin était sur le point de se faire une opinion au sujet de M. Mark Marksman, au cours de la visite qu'il rendrait le soir même à l'appartement de Kirk Street, sembla à la fois tranquilliser et satisfaire Mrs. Thorpe. Comme cette dernière était forcée d'admettre la triste nécessité de tolérer l'absence prolongée de Zach du foyer parental, les ultimes espoirs qu'elle nourrissait pour l'avenir de son fils ne reposaient plus que sur le peintre. Cette première difficulté aplanie, Zach demanda, non sans une appréhension angoissée, si le courroux de son père commençait à se résorber. La question était malencontreuse. Les yeux de Mrs. Thorpe s'emplirent à nouveau de larmes, sitôt qu'elle l'eut entendu poser. La nouvelle qu'il lui fallait apprendre à son fils en réponse à ses interrogations était triste et désespérée. La crise de palpitation cardiaque qu'avait eue M. Thorpe le jour où Zach s'était échappé de Bergrove Square avait été soulagée par les remèdes auxquels il avait recouru. Elle avait été suivie, hélas, 2 jours plus tard, d'une terrible dépression à laquelle l'homme semblait avoir entièrement succombé, et le médecin était incapable de suggérer un traitement rapide et efficace pour la vaincre. Peu nombreuses en temps normal, les paroles de M. Thorpe s'étaient encore raréfiées. Sa vitalité ordinaire paraissait envolée. Il continuait, contre l'avis de la faculté, de vaquer à ses occupations quotidiennes au sein des sociétés religieuses auxquelles il appartenait. Mais il remplissait ses devoirs de façon machinale et sans intérêt visible pour les personnes ou les événements qu'il venait à rencontrer. Il n'avait fait allusion à son fils qu'une seule fois en 2 jours. Et ce n'était pas pour le réclamer, ni pour s'enquérir de l'endroit où Zach s'était rendu, mais pour exiger, en peu de mots, que son nom ne fût plus jamais prononcé devant lui. En ce qui concernait les craintes et les appréhensions de Zach, il n'y avait pas à redouter par conséquent que survint un nouvel affrontement entre son père et lui. Quand Mrs. Thorpe avait dit à son époux, après avoir reçu la réponse de Valentin à sa lettre, que leur fugitif de fils était entre de bonnes mains, M. Thorpe n'avait pas demandé lesquelles, contrairement à ses craintes. Et, de plus, lorsqu'elle avait insinué qu'il serait peut-être plus prudent de fournir au garçon une aide financière modique dans la mesure où Zach ne déviait pas du droit chemin et acceptait lui-même d'être guidé par les bonnes mains submentionnées, M. Thorpe n'avait émis aucune objection ni posé la moindre question. Il s'était contenté d'incliner la tête et de dire à son épouse de faire à sa guise. Elle l'avait vu marmonner quelques mots destinés à lui-même et qu'il n'avait pas prononcés assez haut pour qu'elle les entendît. Elle ne pouvait donc que répéter la triste réalité. Depuis que son énergie avait décru, ses projets pour son fils et toutes les opinions habituelles qu'il avait au sujet du jeune homme semblaient avoir subi une désastreuse et soudaine métamorphose. Ce fut seulement après cette métamorphose, d'où il sortait visiblement incapable non seulement de prendre des mesures, mais encore d'indiquer à sa femme lesquelles prendre, que Mrs. Thorpe se sentit assez forte pour assumer la responsabilité de fixer ce rendez-vous à Zach et lui apporter la maigre contribution pécuniaire
que M. Blitt avait considéré comme indispensable au vu de l'urgence de cette situation navrante. L'énumération de tous ces détails, qui fut constamment interrompue d'un côté par de vaines lamentations et de l'autre par d'inutiles remords, prit beaucoup plus de temps que ne l'avaient imaginé la mère et le fils. Ce n'est que lorsque l'horloge du vestibule retentit que Mrs. Thorpe s'aperçut qu'elle était restée absente de sa demeure bien plus longtemps qu'elle ne l'avait escompté en quittant Belgrove Square. Elle se leva aussitôt, en proie à une extrême agitation, prit précipitamment congé de Valentin, qui musardait dans son jardin, lui demanda de transmettre aux dames à l'étage les messages les plus cordiaux auxquels elle eût pu penser, et se mit immédiatement en route pour rentrer chez elle. Zach l'escorta jusqu'à l'entrée de la place et, avant de partir, témoigna de la sincérité de ses regrets d'une manière fort inattendue et pour le moins désespérée, puisqu'il lui proposa de rentrer immédiatement chez eux avec elle, si tel était son désir. Mrs. Thorpe souhaitait ardemment le prendre au mot, mais elle se rappela les consignes du médecin et l'état critique dans lequel se trouvait son mari. Cela la contraignit à avouer à Zach que l'heure n'était pas propice à son retour. Après quoi, et non sans avoir pris l'engagement réciproque de communiquer entre eux par Valentin interposé, ils se séparèrent, affligés, juste à l'entrée de Belgrove Square. Mrs. Thorpe, nerveuse, se dépêcha jusqu'à la porte de sa demeure, et Zach, lugubre, se traîna jusque chez M. Bliff. Entre-temps, à quoi Matt s'était-il employé depuis qu'il avait laissé son jeune ami seul dans l'appartement de Kirk Street? Il était bel et bien sorti, comme Zach l'avait supposé, pour l'une de ces longues randonnées nocturnes qui l'emmenaient loin dans la campagne, avant que poignît la grisaille de l'aube. Dans des circonstances ordinaires, il ne s'adonnait à ces excursions pédestres à des heures indues que parce que les habitudes tumultueuses engendrées par son existence de nomade lui ôtaient toute capacité de se conformer à des horaires civilisés et le retenaient au lit, désœuvré, de bon matin. En cette circonstance, toutefois, il était sorti avec à l'esprit un semblant d'intention précise, car il avait quitté Kirk Street, non pas simplement pour se délasser les jambes, mais pour réfléchir au calme. Le cerveau de Matt n'était jamais aussi fertile en expédients que lorsqu'il agitait ses membres à l'air libre. Rien de ce que Zach lui avait dit la veille ne l'avait renforcé dans sa résolution de s'emparer du bracelet de cheveux de Valentin, et encore moins servi à trouver le stratagème grâce auquel il pourrait mettre en œuvre son projet. La première nécessité que lui imposait son dessein était d'échafauder un procédé pour ouvrir en secret le scriban du peintre. La seconde consistait en l'élaboration d'une tactique sûre pour s'en approcher sans éveiller les soupçons, si nulle occasion ne venait à se présenter d'elle-même. Matt avait remarqué que M. Blitt portait la clé du secrétaire attachée à la chaîne de sa montre de gousset, et il avait appris, de la bouche même du jeune Thorpe, que Valentin s'apprêtait à leur rendre visite à Kirk Street. Le soir de cette visite, le premier des deux buts, soit la découverte d'un truchement pour ouvrir le meuble, pouvait être atteint d'une manière ou d'une autre. Mais laquelle? C'était là le problème, que Matt s'en alla résoudre à sa plus grande satisfaction, à la faveur du silence et de la solitude d'une randonnée nocturne. Dans quel nombre précis d'échevaux cérébraux préliminaires il s'était lancé avant de parvenir à la solution désirée, nul ne peut le dire avec certitude. Comme toujours, ses pensées s'écartèrent de temps à autre de son sujet de la façon la plus erratique qui soit. Elles dérivèrent même jusqu'au Nouveau Monde, aux histoires inintelligibles qu'il avait entendues, ainsi qu'aux conversations qu'il avait tenues dans divers territoires de ces étendues gigantesques, avec des camarades de fortune, vagabonds comme lui, venus de toute l'Europe civilisée. Comment son esprit s'en revint de ces contrées et de ces époques reculées aux difficultés actuelles et aux considérations futures liées à la venue à Kirk Street d'un invité attendu, Matt lui-même eût été bien en peine de l'expliquer. Toujours est-il que son esprit regagna le présent et que, plus important encore, il avait résolu de manière définitive et approfondie l'inextricable problème qu'il voulait démêler. Nul murmure sur un plan qu'il venait d'élaborer ne s'échappa des lèvres de Matt,
qui le retournait en tous sens dans sa tête, tandis qu'il se dirigeait vers la ville d'un pas vif, dans la prime fraîcheur d'un matin d'hiver. Quelque discret qu'il fût, cependant, on eût pu assurer soit que quelque manifestation imperceptible et pratique de son présent dessein avait transpiré, à son corps défendant, de ce qu'il fit une fois revenu à Londres, soit que sa conception de l'hospitalité qui eût dû convenir à l'accueil de M. Blitt était d'une excentricité plus barbare et plus extravagante que l'ensemble de ses théories réunies. Au lieu de rentrer sans détour chez lui, une fois à Kirk Street, il pénétra dans plusieurs échoppes du quartier pour y faire des emplettes qui de toute évidence se rapportaient à l'invitation du soir, car ses premières acquisitions furent 2 ou 3 citrons ainsi qu'un pain de sucre d'1 livre. Jusqu'ici, ses faits et gestes demeuraient encore intelligibles. Ils devinrent de plus en plus abscons quand il se mit à explorer 2 ou 3 rues. Il scrutait les alentours avec attention, faisait halte devant chaque quincaillerie et chaque boutique de serrurier sur sa route pour regarder s'il s'y trouvait des chalands et ensuite reprenait sa marche. Ainsi, au bout d'un certain temps, il atteignit une allée de maisonnettes immondes dont il vit les habitants disséminés çà et là, des hommes et des femmes d'allure repoussante qui léchaient les vitrines ou traînassaient devant les portes des tavernes. Une boutique vétuste et repoussante de saleté occupait le rez-de-chaussée de l'une de ces maisonnettes qui, à en juger par les marchandises en rayon, faisait plus commerce d'articles de fer ou d'acier usagés et rouillés que de métaux neufs et coruscants. Devant la caisse, il n'y avait nul client. Derrière le comptoir se tenait un bossu sordide aux sourcils broussailleux, aussi répugnant en apparence que la plus dégoûtante de ses ferrailles, qui triait de vieilles broquettes. Matt, qui de façon irrationnelle avait passé son chemin devant des quincailleries respectables, entra de façon tout aussi insensée dans ce commerce sale et douteux, où il s'adressa au gnome qui attendait le chaland. La discussion, dans laquelle les 2 hommes se lancèrent aussitôt, se déroula à voix basse et se conclut manifestement à la satisfaction des 2 parties. L'odieux ferrailleur s'en retourna à ses ailes de mouche en sifflotant une mélodie enlevée, et Matt ressortit en grommelant un « c'est parfait ». Son initiative suivante, à supposer qu'elle fût elle aussi en rapport avec l'accueil qu'il comptait réserver à M. Blitt, fut plus mystérieuse encore. Il se rendit dans l'un de ces magasins que l'on gratifie du titre d'épicerie italienne et acheta un petit morceau de cire d'excellente qualité. Après avoir fait cette extraordinaire acquisition, qu'il rangea aussitôt dans la poche de son pantalon, il entra dans la taverne située en face de son appartement et, faisant fi de ce que Zach lui avait dit de la tempérance de Valentin, il paya et emporta non seulement une flasque de cognac, mais en outre une bouteille de vieux rhum de la Jamaïque. Le jeune Thorpe n'était pas encore revenu de chez M. Blitt quand Matt rentra chez lui muni de ses emplettes. Il rangea les boissons, le sucre et les citrons dans le placard, jeta un regard ravi aux 3 gobelets propres et aux 3 cuillères nettoyées qui trônaient déjà sur l'étagère, eut un sourire, ce qui contrevenait à sa réserve ordinaire, et alluma un feu qu'il couvrit de morceaux de charbon destinés à entretenir les flammes. Il s'assit par terre sur ses tapis en peau d'ours, se tortilla jusqu'à l'angle afin d'améliorer son confort et jeta son mouchoir en travers de son visage. Pour la première fois depuis la veille, il émit un petit rire bourru et plongea les mains dans ses poches. Ce faisant, il toucha involontairement le morceau de cire qui gisait au fond de l'une d'entre elles. « À présent, je suis prêt pour l'homme peinture », marmonna Matt derrière son mouchoir. Et il s'apprêta à s'endormir le plus sereinement du monde. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Suite au prochain épisode. À bientôt.